Bonjour. Bon, pour finir sur la partie mécanique, on va parler un petit peu des lois de Kepler. Donc, on va étudier le mouvement d'une planète dans un champ de gravitation. Alors déjà, on va parler d'orbite et de période de révolution des planètes, juste introduire un petit peu le vocabulaire. On verra les lois de Kepler et ensuite on parlera rapidement des satellites géostationnaires. Alors, le vocabulaire que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous, hein, la trajectoire formée par une planète autour d'une Soleil, c'est ce qu'on appelle son orbite. Donc les trajectoires des planètes autour du Soleil, en fait, ce sont des ellipses, mais nous, on verra que de temps en temps, on pourra considérer que ce sont des cercles, donc il y a une trajectoire circulaire de la planète autour du Soleil. La durée que met un astre à effectuer une révolution, c'est-à-dire en fait le tour complet, d'accord, elle parcourt son orbite, et ben c'est ce qu'on appelle la période de révolution. Et cette période de révolution, on la note grand T. Donc quand on vous parle de période de révolution, c'est la durée que met la planète à faire un tour complet autour de l'astre central. Alors, les lois de Kepler, justement, on a dit que les orbites sont elliptiques, donc les planètes ont une orbite elliptique dont le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. Donc la première loi de Kepler nous dit que la planète a une trajectoire elliptique autour du Soleil, et donc le Soleil se place sur un des foyers de l'ellipse. Alors là, on peut voir les caractéristiques d'une ellipse, hein. On a deux foyers distincts. Si, par exemple, on avait ces deux foyers qui étaient au même endroit, qui étaient confondus, eh ben, on retrouverait un cercle, tout simplement. Et le principe d'une ellipse, c'est qu'on a justement ces deux foyers, et plus la distance entre ces deux foyers est élevée, plus on voit que l'ellipse, elle est aplatie, entre guillemets, et donc l'excentricité est grande. Bon, voilà, faut retenir dans la loi de Kepler que les orbites sont elliptiques et que le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse. Donc que nous dit la deuxième loi de Kepler? Elle nous dit que l'air balayé par le segment qui relie le centre du Soleil au centre de la planète est une constante si le delta T est une constante. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie? En gros, quelle que soit la position de la planète sur l'orbite, si je prends une durée qui est égale, par exemple un delta T de 1 jour, eh ben l'air balayé par le segment qui relie le Soleil à la planète sera toujours le même. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la loi des airs. Donc là, vous le voyez, plus on est sur un point de l'orbite qui est proche du Soleil, donc ce qu'on appelle le périhélie, le point le plus proche, et ben forcément, on voit que la vitesse de la planète doit augmenter pour que cette loi soit vérifiée. Alors, on va parler de la troisième loi de Kepler, donc celle-là, on va devoir la démontrer par contre, et justement, pour faciliter les calculs, on va pas se placer dans le cas d'un mouvement elliptique, mais on va uniquement considérer le cas d'un mouvement circulaire uniforme de la planète autour du Soleil. Donc là, vous avez le petit schéma qui est fait, on a mon Soleil qui est au centre, la planète qui est autour, et on a représenté dessus la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète. Donc regardez la notation déjà, F de S sur P, rappelez-vous la force du Soleil sur la planète. Et ici, j'ai fait apparaître dans mon expression vectorielle à droite le vecteur unitaire qui n'est pas représenté sur le schéma. On l'avait vu dans les chapitres d'avant, mais en fait on va projeter cette force dans la base de Freinet, donc on n'aura pas besoin de ce vecteur unitaire. Alors justement, ma base de Freinet, rappelez-vous, on a un vecteur unitaire normal qu'on appelle grand N, qui est orienté vers le centre de la trajectoire, et un vecteur unitaire tangentiel qu'on va appeler grand T, qu'on va nommer grand T, et qui est orienté, qui est toujours tangent à la trajectoire. Donc ça, c'est ma base de Freinet. On va essayer d'exprimer ma force d'interaction gravitationnelle et l'accélération dans cette base de Freinet. Donc déjà, on va appliquer la deuxième loi de Newton, donc somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse fois l'accélération. Donc mon système étant bien évidemment la planète P, donc cette force je l'applique sur la planète, donc ici c'est la masse de la planète, d'accord? Et donc la seule force exercée par la planète, c'est celle qu'exerce le Soleil sur elle. Alors on va projeter la force d'interaction gravitationnelle dans la base de Freinet. Et on peut voir que cette force d'interaction gravitationnelle, elle est dans le même sens que mon vecteur grand N, donc j'enlève le signe moins que j'avais tout à l'heure, elles sont dans le même sens, donc j'ai pas de signe moins, et donc j'ai ma composante selon le vecteur normal qui est égal à grand G, masse du Soleil, masse de la planète, divisé par la distance entre les deux au carré. Et pour la composante tangentielle, on voit bien qu'on a 0, la force n'est pas du tout orientée selon cette composante. L'accélération dans la base de Freinet, ça on l'avait vu précédemment, ça à connaître par cœur cette expression. Vous savez que l'accélération dans la base de Freinet, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps pour la composante tangentielle, et c'est égal à v carré sur r pour la composante normale. Mais comme souvent,
Dans les exos où on va utiliser la base de Freinet, eh ben, on travaille à vitesse constante. Là, on a un mouvement qui est circulaire uniforme. Et si j'ai une vitesse constante, ça veut dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, eh ben, c'est la dérivée d'une constante par rapport au temps, c'est égal à 0. Donc en fait, cette expression se ramène uniquement à v carré sur r, pour la composante normale du coup. Bon, bah maintenant que j'ai exprimé ma force et mon accélération dans la base de Freinet, je vais revenir sur la deuxième loi de Newton et je vais utiliser cette égalité. Donc si on projette selon le vecteur unitaire tangentiel, et ben j'avais 0 est égal à m fois 0, qui était également la composante de l'accélération était nulle également, donc ça, il n'y a pas trop d'intérêt sur cette expression. Par contre, selon n, eh ben, on retrouve notre composante grand G fois ms fois m divisé par r au carré, est égal, donc on n'oublie pas le m de la loi de Newton, et les coordonnées normales pour l'accélération, v carré sur r. Donc à partir de cette expression, on va pouvoir isoler la vitesse. Moi, j'aimerais bien exprimer la vitesse de ma planète autour du Soleil, et je vous laisse le faire, hein, au brouillon, vous essayez de faire ça, et on trouve assez facilement que v est égal à racine de g fois ms divisé par r. Bon, bah cette vitesse, je vais pouvoir l'exprimer autrement aussi. On sait que la vitesse de la planète, ça correspond à la distance parcourue divisée par la durée du parcours, vous savez, c'est une définition de la vitesse, et bien là, la distance parcourue, c'est égal à l'orbite, d'accord? On a parcouru une orbite pendant une période de révolution. Donc, dans le cas d'un mouvement circulaire, eh ben, la, la distance parcourue sur l'orbite, bah, c'est la circonférence du cercle, d'accord? Donc on va l'écrire 2π fois le rayon, 2πr, et on va diviser par la période de révolution, et donc on obtient cette relation, la vitesse qui est égale à 2πr divisé par grand T. En utilisant l'expression de la vitesse qu'on a obtenue tout à l'heure, je vais juste remplacer, et ben j'obtiens que 2πr divisé par t est aussi égal donc à l'expression qu'on a trouvée précédemment. Et à partir de là, on va pouvoir exprimer la troisième loi de Kepler. Donc pour ça, dans un premier temps, j'enlève la racine, donc je mets tout au carré à gauche. Et si on simplifie un petit peu, qu'on regroupe les termes ensemble, on retrouve cette troisième loi de Kepler qui vous dit que... Alors généralement elle est écrite dans l'autre sens, mais bah, ça revient au même, hein. Ici on a R3 divisé par la période de révolution au carré est égal à grand G ms divisé par 4π carré. Généralement ce qu'on retient c'est que le carré de la période de révolution est proportionnel à la distance entre le Soleil et la planète au cube. Donc cette loi vous devez la connaître et savoir la redémontrer. Bon, on va appliquer cette troisième loi de Kepler maintenant aux satellites géostationnaires. Alors déjà, la définition d'un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui est toujours au même endroit par rapport à la surface de la Terre. Alors il faut qu'on soit dans le plan équatorial, et ce satellite va toujours regarder, entre guillemets, le même point de la Terre. Il est fixe à la verticale d'un point de la surface terrestre. Donc on peut voir sur cette animation, enfin sur cette petite image ici qu'on nous dit que la hauteur d'un satellite géostationnaire est de 35 786 km. Bon, bah, c'est ce qu'on va essayer de vérifier par le calcul. Alors déjà, on est d'accord que pour que mon satellite reste toujours au même endroit fixe, à la verticale du même lieu, donc il faut qu'il tourne non pas à la même vitesse, mais par contre qu'il mette la même durée pour réaliser un tour de son orbite, d'accord, que la Terre sur elle-même. Donc on va avoir la Terre qui réalise une rotation sur elle-même, une révolution sur elle-même de 23 heures 56 minutes et 4 secondes, et ben il faut que ce satellite, avec son orbite qui est représentée en rouge, ait la même période de révolution autour de la Terre. Donc voilà, donc déjà on a une valeur pour grand T pour ma période de révolution. Alors, la distance du satellite par rapport au centre de la Terre, eh ben, c'est égal au rayon de la Terre plus la hauteur du satellite par rapport à la surface de la Terre. Et ben à partir de là, je vais pouvoir appliquer ma troisième loi de Kepler. Je vais juste remplacer mon petit r qui était dans ma formule par rt plus h, qui est la valeur de ma distance ici dans ce cas-là. Donc si on part du centre de la Terre jusqu'au satellite. Et bah, je vais essayer d'isoler h, hein, pour essayer de trouver la hauteur du satellite par rapport à la surface terrestre. Donc ça, je vous laisse faire comme calcul et vous obtenez... donc il faut savoir faire ça, hein. H est égal à racine cubique de tout ce qu'il y a sous la racine moins RT. Et si on fait l'application numérique, eh ben on trouve bien 3,6 10 puissance 7 mètres.
Donc c'est bien la distance qui était fournie sur la petite image. Il faut qu'on soit à 36 000 km à la verticale de l'équateur. Et si on a un satellite qui est placé à cet endroit, eh ben, il va avoir euh, la même période de révolution que la période de rotation de la Terre sur elle-même, et donc il va être géostationnaire. Sur ce, à bientôt.